la moitié. Néanmoins, vous allez le voir après, et la plupart des OFS qui ont livré ou qui ont des projets et un volume significatif de BRS ont participé à la remontée d'informations. Et donc, on a une couverture de l'observatoire relativement bonne. Donc, parmi ces 50 OFS, il y en a 27 qui avaient déjà livré au moment de la collecte, donc fin 2023. Et 23 qui n'avaient pas encore livré, mais comme le rappelait Juliette Grenier, l'objectif de l'observatoire, en complémentarité avec ce que produit la DHUP, était aussi d'anticiper ce qui allait se passer et justement de pouvoir faire remonter des informations des OFS qui n'avaient pas encore livré leur BRS, mais qui avaient des projets en cours, de façon à voir arriver la production future et pouvoir la caractériser. Alors, j'évoquais tout à l'heure la couverture de l'observatoire. Alors, bon, pour calculer un taux de couverture, il faut qu'on ait voilà, une valeur étalon. Donc, on l'a en l'occurrence que sur la partie livrée. Mais sur la partie livrée, en fait, il y a 7 OFS en fait, qui ont livré des BRS donc avant 2023 et qui ne sont pas dans l'observatoire. Et ces OFS sont plutôt des OFS qui ont produit des petites quantités de logements BRS. Et donc, en fait, il y a seulement 4% de la production livrée qui n'est pas couverte par l'observatoire. Voilà ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que même si on n'a pas tous les OFS dans l'observatoire, la plupart des observatoires qui ont produit et qui ont produit des quantités significatives sont présents, ce qui nous permet d'avoir une bonne couverture. Alors, les chiffres qu'on va vous présenter, donc c'est sur donc, tout ce qui s'est passé avant 2023 et à l'échelle nationale. Donc, ce qu'on peut dire déjà, et c'est des chiffres qui ont déjà été discutés aux Journées des OFS à Lyon à la fin de l'année 2023, c'est qu'il y a une très forte croissance de la production de BRS, puisqu'au moment où on a fini la collecte, 1865 BRS avaient été déjà livrés, mais il y en avait dans les tuyaux 14 661. Donc, si on fait la somme des livrés et des BRS en projet, on était donc fin 2023 à 16 000 logements en BRS. Voilà, donc parmi les logements en projet, donc ce qu'on appelle voilà, un BRS en projet, c'est qu'il est prévu dans un programme qui a passé l'étape de l'engagement. Donc, il y a en fait finalement deux niveaux dans ces BRS en projet. Il y a le niveau des logements qui ont passé le stade de l'engagement, mais sans être encore commercialisés. Et puis, les BRS qui ont passé ce stade d'engagement et qui sont en cours de commercialisation. Donc, on vous a donné aussi la ventilation, à peu près 50-50 sur ces 14 000 BRS en projet. La moitié était déjà en cours de commercialisation et la moitié était voilà, dans des stades plutôt précoces des projets. Alors, si on veut étaler ça dans le temps et ventiler nos 16 000 BRS un petit peu dans une logique chronologique, on a déjà les BRS qui ont été livrés avant 2023. Donc, c'est ce que vous voyez en bleu sur les barres de histogramme. Et puis ensuite, en vert, vous avez les projets avec en vert clair les logements déjà en cours de commercialisation et en vert foncé les logements qui ont passé le stade de l'engagement sans être encore en cours de commercialisation. Donc, on voit que ces volumes qui se situaient en 2023 au-dessus de 1000 logements BRS passeront très certainement en 2024 la barre des 2000 et puis en 2025 la barre des 4000. Donc, on a vraiment une production qui monte en puissance. Et ensuite, vous voyez, ça baisse en 2027, non pas parce qu'on prévoit une baisse, mais parce qu'en fait, les projets qui ont été sondés en 2023 se projetaient jusqu'à échéance 2027. Mais très certainement que la collecte de 2024 va nous permettre de pousser encore plus loin parce que de nouveaux projets auront été mis en place, projets qui se projettent à des échéances un peu plus lointaines. Voilà. Donc, cette année 2027 ne doit pas être comprise, enfin, c'est par construction statistique, mais ne doit pas être comprise comme une baisse de l'activité pour 2027. Voilà. Alors ensuite, on a évidemment essayé de régionaliser cette production pour voir où elle était située. Donc, en distinguant à chaque fois ce qui a déjà été livré des projets. Donc, ce qui a déjà été livré, on peut dire que 27 OFS ayant déjà livré sont intervenus dans 10 régions.
Voilà, donc vous avez à peu près des livraisons de BRS dans toutes les régions, sauf Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Corse. Et ce qui est intéressant, c'est donc là, si on regarde les BRS projetés, donc en projet, bah là, on voit que la plupart des régions déjà concernées par la production de BRS vont intensifier leur effort, puisque des volumes encore plus importants vont être produits dans ces régions-là. À noter que les régions qui n'avaient pas connu de livraison de BRS, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté, restent dans le même cas sur les projections. Mais la Corse va très certainement accueillir une production de BRS dans les années à venir, en tout cas si les projets qui sont remontés dans l'observatoire se concrétisent comme prévu. On est allé aussi au niveau du département pour un petit peu voilà, caractériser plus finement ces dynamiques spatiales. Donc on voit évidemment qu'au sein des régions, tous les départements ne contribuent pas à la production de BRS, mais ça concerne quelques départements seulement, donc essentiellement des départements de la façade atlantique, l'Île-de-France, le département du Nord, le Haut-Rhin, autour de la région lyonnaise, la Haute-Savoie, donc des régions assez spécifiques et que finalement on a l'habitude de retrouver dans la géographie, on va dire, de l'immobilier, puisque ça recoupe aussi bien souvent des zones considérées comme étant des zones tendues sur les marchés immobiliers. Et donc, sur les projections, donc les projets en cours de réalisation et qui devraient voir le jour dans les prochains mois et les prochaines années, bah, on voit que là encore, comme les régions, le BRS va s'intensifier, surtout dans des espaces où il est déjà présent depuis quelques années, même si des nouveaux départements, notamment l'Hérault, le Gard, vont aussi participer de cette géographie de la production du BRS. Pour poursuivre cette idée sur la tension, il y a une ventilation aussi qu'on a faite dans bah, les zonages. Les zonages de la politique du logement, le fameux zonage ABC, où on a regroupé les lettres A, B et C pour avoir 3 catégories et regarder un petit peu bah, dans quelle catégorie les BRS avaient été livrés, dans quelle catégorie les BRS en projet sont situés. Donc là, à chaque fois, dans les tableaux que vous allez voir par la suite, vous avez 4 colonnes de chiffres. Les 2 premières colonnes correspondent aux BRS déjà livrés et les 2 dernières aux BRS en cours de production. Voilà, alors ce qu'on peut dire sur le zonage, c'est que effectivement, comme nous le laissait penser la carte précédente, la production de BRS se concentre euh, beaucoup dans des zones considérées comme tendues, donc les zones B et B1, B2, A et A bis, et aussi principalement dans les zones B1 et B2, puisque près de 60% de la production est réalisée dans ces zones-là. Mais en dynamique, si vous regardez les 2 dernières colonnes, donc ce qui va se passer demain lorsque les projets seront concrétisés, on voit que toute l'encours de production va un petit peu se recentrer sur la zone A, puisque la zone A devrait représenter 50% des BRS, alors qu'elle représente que 39% aujourd'hui. Ce travail a aussi été fait avec un autre zonage, le zonage SRU. Voilà. Et là, on s'aperçoit que vraiment une part très très importante de la production est située dans des communes SRU, donc 86% des BRS livrés, mais assez peu finalement dans les communes carencées au titre de la SRU. Alors j'avance un petit peu vite, on pourra revenir si vous avez des questions, mais comme il y a beaucoup de résultats à vous présenter, je vais à l'essentiel. Ensuite, donc l'observatoire permet aussi de caractériser un petit peu plus ces programmes et de voir bah, ce qui est produit, et notamment sur le type de programme. Donc là, encore une fois, dans les groupes de travail réalisés avec les OFS, il y a 3 grandes catégories qui avaient été proposées dans la remontée d'informations, donc soit des programmes neufs, soit réhabilitation, soit vente HLM, et une catégorie autre qui contient tout un ensemble d'autres possibilités. Et on voit, grâce à ces catégories, que ben, finalement, la production de BRS se fait essentiellement à travers des programmes de construction neuve, à 76% pour les BRS déjà livrés, et ce ratio est encore plus élevé pour les BRS en projet. En ce qui concerne les maîtres d'ouvrage, les OLS, c'est-à-dire les organismes de logements sociaux, sont les principaux maîtres d'ouvrage de la production de BRS. Ils représentent, là vous voyez sur le tableau, 66% de la production.
du nombre de BRS. En dynamique, ce qui est intéressant, c'est que on voit que la catégorie des promoteurs privés devrait prendre normalement une place plus importante à l'avenir, puisque sa part, on va dire, dans la production de BRS en tant que maître d'ouvrage devrait passer de 15% actuellement à 27%. Ensuite, cette caractérisation des programmes passe aussi par les typologies de logements produits, et notamment en termes de nombre de pièces. Et là, on voit que les logements en BRS sont généralement de taille intermédiaire, 2 ou 3 pièces. 2 tiers de la production, c'est des 2 ou 3 pièces. Et cette typologie est relativement stable dans le temps, puisque si on regarde les BRS en projet, on s'aperçoit que finalement, ces typologies et cette ventilation restent assez stables. Des informations aussi étaient demandées sur la mixité des programmes. Est-ce que les BRS sont réalisés dans le cadre de programmes uniquement en BRS ou de programmes mixtes qui associent des logements libres, des logements PSLA, etc. Et là, on s'aperçoit que les programmes uniquement BRS sont les cas les plus fréquents, puisque 68% des logements en BRS sont réalisés dans le cadre de programmes uniquement BRS. Mais qu'il y a un certain rééquilibrage qui pourrait se faire à l'avenir, puisque les projets intègrent plus largement des cas de mixité. Alors, le dispositif permet aussi d'aller plus en détail sur les montages des projets, au-delà de ce qui est produit, vraiment la façon dont c'est produit, sur les équilibres économiques et aussi l'origine du foncier. Donc pour chaque projet, pour chaque programme, étaient demandées des informations sur l'origine du foncier et notamment l'acteur, souvent personne morale, qui avait mis à disposition le foncier sur lequel la production de BRS était réalisée. Donc ce qui nous permet d'avoir une ventilation un petit peu on va dire, des fournisseurs de foncier ou des pourvoyeurs de foncier pour la production de BRS. Et alors là, ce qu'on voit, c'est que les acteurs de la sphère publique, alors au sens large, hein, si on prend les collectivités en tant que telles, mais aussi les aménageurs publics, les EPF, représentent vraiment une très grande partie de la fourniture de foncier. Et les promoteurs immobiliers aussi fournissent du foncier pour un nombre significatif de programmes et donc finalement de logements produits. Et alors en dynamique, ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cas de la maîtrise d'ouvrage, sur le foncier, les promoteurs privés devraient normalement, si les projets se déroulent comme prévu à l'avenir, en tout cas par rapport aux informations qu'on a remontées fin 2023, les promoteurs privés devraient accentuer leur rôle dans l'approvisionnement foncier de la production de BRS, puisque vous voyez que leur part devrait passer, qui est de 12%, devrait passer à 20%. Donc 20% des logements BRS qui sont produits demain devraient avoir une origine foncière liée à la mise à disposition du foncier par un promoteur privé. Alors, sur les aspects économiques, bien évidemment, ont été récoltées des informations sur la redevance foncière mensuelle, donc qui était exprimée en euros par mètre carré de surface habitable, le CHAB. Et là, donc en chiffres sur des agrégats nationaux, on vous propose à la fois la médiane et la moyenne. Donc, la moyenne étant plus souvent utilisée, mais aussi beaucoup plus sensible aux valeurs extrêmes. On vous a mis la médiane et la moyenne, mais aussi le minimum et le maximum pour avoir une idée générale des deux bornes inférieures et supérieures, mais c'est assez difficile à analyser parce qu'évidemment, il y a des cas extrêmes à chaque fois qui sont représentés dans le minimum et le maximum. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous concentrer sur la moyenne. Et donc, en moyenne, cette redevance mensuelle est de 0,87 euros par mètre carré. Et on voit que si l'on se projette sur les programmes en cours, on devrait être plutôt autour de 1,2 euros, donc passer cette barre des 1 euro et même au-delà à l'avenir. Cette redevance foncière, elle est indexée dans le temps et donc on demandait aux OFS aussi de préciser l'indice qui allait être utilisé pour indexer cette redevance foncière, et dans une très grande majorité des cas, l'indice de référence, c'est l'IRL, donc l'indice de référence des loyers. Très peu de
pas en fait. Aucun programme avait utilisé l'indice du coût de la construction, l'ICC. Et ensuite, il y a une part significative de autres formes d'indexation, dont on vous a mis une liste non exhaustive, mais certains OFS utilisent par exemple le livret A pour indexer, ou l'articulation de l'IRL avec le coût du prêt Gaïa, etc. Donc il y a aussi des formes hybrides d'indexation, mais globalement, normalement ça devrait être encore plus le cas à l'avenir, l'IRL reste un indicateur de référence pour l'indexation des redevances. Alors, la durée des BRS, donc des baux, qui est souvent on évoque le cas des 99 ans. Alors, c'est vrai que c'est le cas le plus fréquent et de loin, puisque la moitié des BRS sont liés à un bail de 99 ans, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même une forme de diversité, puisque des durées moins longues sont aussi prévues. Par exemple, 20% des logements BRS déjà livrés sont associés à un bail de 90 ans, et 13% d'entre eux un bail de 60 ans. Voilà. Alors, le prix des BRS en tant que tel, donc le prix de vente de ces logements, exprimé là encore en euros par mètre carré de surface habitable, est en moyenne nationale de 2 349 €, avec, si l'on regarde les prix qui devraient être pratiqués, alors ce ne sont que des estimations à ce stade pour un certain nombre de projets, devraient augmenter et se positionner plutôt autour de 3 026 €. Alors derrière cette augmentation de prix probable à l'avenir, il y a plusieurs facteurs, évidemment. Pour en avoir discuté un petit peu avec les OFS qui ont fait remonter les informations, ils ont pu mentionner deux éléments. D'abord, des facteurs économiques, notamment d'augmentation du coût de production des immeubles et des matériaux, qui pèsent aussi sur le prix, et aussi des modifications géographiques. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, il devrait y avoir demain un recentrage de la production du BRS vers des zones plus tendues, et notamment des zones A ou A bis. Et donc ça explique aussi l'augmentation des coûts, c'est-à-dire que cette évolution du prix au mètre carré ne se fait pas à périmètre constant, en fait. On a une géographie qui évolue et qui explique aussi en partie cette évolution des prix. Donc là, ce prix a été ventilé dans les zones du zonage ABC, donc en 3 catégories. Donc vous voyez en bas, à l'échelle nationale, vous retrouvez les chiffres que l'on a évoqués plus tôt, et puis vous avez la distinction par catégorie de zonage, avec, de façon assez attendue, une hiérarchie des prix qui suit la hiérarchie des zones de tension, puisque dans les zones A ou A bis, la moyenne est plus élevée que dans les zones B et que dans les zones C. On a fait ce même travail pour la redevance foncière, et alors là, c'est intéressant, puisque la redevance foncière ne suit pas, ou en tout cas de façon moins directe, cette hiérarchie des zones de tension. C'est-à-dire que si vous regardez dans le tableau, en moyenne, par exemple, la redevance foncière est plus élevée dans les zones C que dans les zones B. Et ça traduit aussi finalement le modèle des OFS-BRS, qui va en partie déconnecter les logiques d'acquisition foncière des dynamiques marchandes. Et en fait, finalement, ces redevances foncières sont beaucoup plus liées, en tout cas on peut en faire l'hypothèse, au modèle des OFS, à son degré de subventionnement et d'accompagnement et d'aide par la puissance publique, que vraiment des conditions marchandes d'accès au foncier, ce qui explique qu'il peut y avoir ce genre de résultats surprenants au premier abord sur les redevances foncières. Alors, sur le financement des programmes et notamment les prêts qui ont été accordés et utilisés pour la production du BRS, on a demandé donc pour chaque programme s'ils avaient bénéficié d'un prêt Gaïa, d'un financement Gaïa. Donc là, on voit que sur les BRS livrés, quasiment la moitié des BRS produits ont bénéficié de ce financement, et qu'à l'avenir, cela pourrait être plus important, puisque 75% des BRS en projet sont réalisés ou sont prévus dans des programmes qui qui demandaient l'accès à ce financement. Voilà, donc le financement Gaïa qui est très structurant en fait pour la production des BRS.
Une autre forme de financement qui est le prêt accordé par Action Logement, alors qui est qui a beaucoup moins fréquemment utilisé que le prêt Gaïa, mais qui est quand même utilisé dans un nombre significatif de cas, puisque 22% des BRS livrés ont bénéficié de ce prêt, et là encore avec des dynamiques de développement sur les projets en cours. Était demandé aussi si le projet avait bénéficié d'instruments plus traditionnels de financement comme des prêts bancaires. Et là, c'est relativement rare, puisque 5% seulement des BRS ont été réalisés dans des projets qui ont eu recours à des prêts bancaires. Et ce chiffre voilà, est stable aussi sur les projets à venir. Donc le recours aux instruments traditionnels de financement, on va dire, de la production immobilière, est assez limité dans le cas du BRS. Alors, sur la commercialisation maintenant, donc, des informations ont été remontées sur l'identité du commercialisateur. Est-ce que la commercialisation des logements en BRS était réalisée par un organisme de logement social, par l'OFS directement, par un promoteur privé, par un commercialisateur externe? Et on s'aperçoit que les OLS, de même qu'ils sont centraux dans la maîtrise d'ouvrage, le sont aussi dans la commercialisation, puisque 58% des BRS déjà livrés ont été commercialisés via les organismes de logements sociaux. Mais en dynamique, on voit que les volumes commercialisés par les promoteurs et les OFS eux-mêmes devraient prendre de l'importance. Sur les durées de commercialisation, l'Observatoire permet ce genre d'analyse, puisque pour chaque lot en fait, qui a été livré, on est en mesure de connaître la date voilà, en fait, de réservation de ce lot, et on peut la comparer à la date de lancement de la commercialisation du programme. Donc la comparaison de ces dates permet de calculer un nombre de jours de commercialisation. Et donc on a une durée de commercialisation à l'échelle nationale qui est en médiane de 304 jours et en moyenne de 377 jours, donc en fait au-delà d'une année. Enfin, des informations sur les ménages. Donc les ménages acquéreurs de ces BRS. Donc là, on travaille que sur les livrets, hein, puisqu'évidemment, on n'a pas d'informations sur les ménages qui vont acquérir des BRS qui ne sont pas encore livrés. Mais ce qu'on peut dire sur ce qui a été livré, c'est que on a beaucoup de ménages plutôt de petite taille, puisque les ménages d'une personne et de deux personnes représentent quasiment 2/3 des BRS. Et en termes d'origine résidentielle, de parcours résidentiel, on a des ménages qui viennent beaucoup du parc privé et secondairement du parc social. Donc là, le chiffre de 44% signifie que 44% des BRS qui ont été livrés ont été acquis par des ménages issus du parc privé. Sur la partie des revenus, et puis ce sera la dernière slide et puis on pourra ouvrir la discussion. Donc les revenus des ménages qui ont acquis ces logements, bien sûr, ces revenus sont ventilés par taille du ménage, voilà, comme c'est fait assez classiquement en statistique publique. Et là, en fait, on s'aperçoit que ils ont des revenus relativement modestes, puisque pour un ménage d'une personne, c'est 15 000 € en moyenne de revenu fiscal annuel. Pour un ménage de 4 personnes, c'est 31 208 €. Et notamment, si on les compare au plafond de ressources prévues pour le PSLA, pour mémoire, dans ces plafonds de ressources PSLA, les ménages d'une personne, le plafond est situé à 36 000 € en Ile-de-France et 31 000 dans les autres régions. Donc voilà, ce qui nous permet d'avoir un point de comparaison en tout cas et voir à quel point les ménages concernés par le dispositif sont plutôt dans des catégories de revenus relativement modestes. Voilà pour les résultats principaux de cet observatoire et de ce rapport d'activité des OFS 2023. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez des questions. Je veux bien ouvrir une question, je ne sais pas comment on fait. Vas-y, Sébastien.
Ouais, il y a un chiffre qui m'a interloqué, mais je pense que c'est plutôt une aberration statistique, mais c'était des redevances à 0,002 euros. Ouais, c'est le problème de mettre des minimums, c'est qu'il y a parfois des choses complètement hors du Ouais. commun qui ressortent Ouais, véritablement. mais ça biaise la lecture dans l'analyse. En fait, il faut peut-être supprimer les valeurs, les valeurs minimales et maximales pour. Enfin, je ne sais pas en termes de méthodo. Mais est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, on n'a pas de relevance. Alors là, il faudrait discuter avec l'OFS qui a réalisé ce programme. Mais en fait, c'est une valeur minimale qui est, Ça à mon interroge parce que avis, ça veut dire pas qu'il n'y a pas de frais de représentative. gestion, il n'y a pas de des problématiques d'amortissement, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a rien, quoi. Après, c'était juste la remarque. Bon, il y en a plein d'autres, mais c'était. En tout cas, merci pour le travail, c'est hyper intéressant. Il y a Cécile qui veut parler. Oui. Non, mais c'était par rapport à ta réflexion, Sébastien. Moi aussi, je l'ai vu, hein, le 0,002 et je pense qu'effectivement, c'est un truc un peu aberrant. Puis, après, on sait, hein, qu'on a des modèles d'OFS qui sont très différents et qu'il y en a en fait, la redevance, enfin, qui sont certainement sécurisés par, l'organisme ou la structure, la collectivité auquel est adossé l'OFS. Donc, je trouve que ce qui est intéressant dans ces extrêmes-là, sachant que je ne suis pas certaine de ne pas faire partie de l'autre extrême, c'est que voilà, on a aussi cette diversité de modèles et vu qu'on est là 2 mois, même plus des journées FSF, c'est aussi c'est ça que ça met en évidence, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de faire du BRS et puis, ni une bonne ni une mauvaise, quoi. Mais effectivement, ce chiffre-là, il est quand même très bizarre. Avec 3 chiffres derrière la virgule, ça fait quand même un peu, c'est quand même un peu étonnant. Voilà. Mais sinon, non, bravo, comme d'habitude, c'est super d'avoir tous ces chiffres et cette lecture. Merci Vincent. Bonjour. Est-ce que j'ai eu un moment d'inattention où j'ai pas vu de slide sur la typologie? Parce qu'il me semble que l'année dernière, quand on était à Lyon, il y avait eu une slide sur la typologie des logements et ce qui m'avait fait réagir parce qu'il me semble que c'était essentiellement des types 2. Enfin, c'était un truc que je dis de mémoire. Ah si, elle est là. Ok. Donc j'ai eu un moment d'inattention. Donc là, les types 2 sont revenus à un niveau un peu plus normal. Ok, merci. Désolé de la question idiote, mais Non, je non. dois avoir beaucoup de fil C'est à pas ce grave, il y avait moment-là. beaucoup de choses à Bon, après la mienne, écouter. ça va, hein, t'inquiète, hein, je suis passé en premier. Désolé. Vas-y Jean-Émile. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une petite question sur la durée de commercialisation. J'ai eu plus de 370 jours, si ma mémoire est bonne, de temps de commercialisation. Et à côté, il est marqué par lot. C'est-à-dire qu'on a plus d'1 an de commercialisation pour un lot en BRS en moyenne sur les opérations produites. Ça me paraît énorme, en fait, surtout quand on voit que la majorité de la production se fait malgré tout sur du neuf. Alors, je sais Oui, pas si en on peut fait, remettre peut-être les slides. ouais. Donc pour chaque lot qui est livré, on a sa date de réservation et on va comparer à la date déclarée d'ouverture de la commercialisation de son programme de référence. Donc Ouais, dans donc ça les me données, paraît énorme, hein. Ça veut dire qu'il y a eu plus d'1 an entre le lancement commercial et la réservation. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas pour revenir un peu sur ce que Sébastien disait, est-ce qu'il n'y a pas justement aussi des opérations qui ont été très, très enfin, rallongées, notamment parce que potentiellement recours ou l'obtention du prêt Gaillard, on sait qu'au démarrage des opérations en BRS, notamment, on avait cette problématique avec des temporalités entre le lancement commercial et, on va dire, la possibilité de réserver encore plus d'actés qui était très, très retardée, parfois plus d'1 an, 1 an et demi. Parce qu'en moyenne, nous, ce qu'on a sur ressenti, alors je pense qu'ici, il y en a beaucoup aussi autour de la table qui auront même ressenti en termes de commercialisation, on est quand même sur des rythmes d'écoulement qui sont plus rapides, en tout cas, que 370 jours pour réserver un logement. Alors de produits techniques, effectivement, dans ces chiffres, il y a aussi il y a tous les types de projets. Donc il y a aussi des projets qui ne sont pas des projets neufs.
voilà, donc qui font augmenter évidemment les durées, puisque les ventes HLM voilà, ont des Notamment durées la beaucoup revente plus longues. HLM, d'accord. Ok. La Et en durée, effet, c'est peut-être aussi c'est l'acte qui prend en compte. Vous considérez qu'un logement est commercialisé à l'acte? alors c'est la date de réservation qui est, D'accord. qui est utilisée. Donc c'est brut. C'est hors annulation en plus. Oui. Oui, Madame Volée. Loup. Oui, bonjour. Je souhaitais poser une question, justement toujours en lien avec les typologies de logements et les personnes qui acquièrent les logements. Je vois qu'en fait, c'est souvent les foyers unipersonnels et les foyers de 2 personnes qui font l'acquisition de logements. Est-ce que dans ces logements, ils vont habiter seuls ou ils vont habiter à 2? Parce qu'en fait, il y a une disproportion entre le nombre de personnes qui achètent les logements et les typologies. Parce que dans le futur, on voit bien que... Excusez-moi, je suis dehors. On voit bien que en fait, 45% des logements vont être des T3 et 27% vont être des 4 pièces. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir des difficultés de commercialisation et un écart entre qui veut acheter et les produits que vous proposez? Je laisse les OFS répondre pour le coup. J'ai la main, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre. Je pense que cet écart que vous constatez entre les typologies des ménages et les typologies des logements, donc nous, on compte les ménages qui sont les ménages, les nombres de personnes, c'est ceux qui sont sur l'agrément. Donc, ce n'est pas ceux qui vont acheter, c'est ceux qui vont occuper le logement. Donc, c'est bien le nombre de personnes qui vont vivre dans les logements. Et cet écart, on le constate avec effectivement beaucoup de ménages, de petits ménages qui achètent des logements avec une pièce en plus, et parfois 2 pièces en plus, mais là, c'est de manière un peu quand même plus faible. Et c'est assez, enfin, cette idée que le BRS, c'est la pièce en plus, c'était quand même l'idée, une des idées qui était au départ, et c'est une idée qu'on voit. Ça gêne pas du tout les commercialisations. Voilà, peut-être un point. Et sinon, Juliette, il y a plein de questions dans le chat. Oui, je vais y répondre. Merci, et désolée pour le bruit. Il y avait aussi Nicolas Escan qui avait levé la main. Oui, bonjour. Est-ce qu'on a une idée des apports personnels des ménages par typologie qui sont nécessaires pour acheter un logement en moyenne? Alors, ça avait été prévu lors de la collecte 2023 de collecter des informations sur les apports, mais c'était une information difficile à collecter puisque en fait il y a eu beaucoup de valeurs manquantes, donc j'imagine que pour les OFS c'est pas facile d'avoir ce type d'informations. En tout cas, voilà, ça a posé des problèmes de collecte qui ont fait que en fait, les informations ne sont pas exploitables statistiquement, n'ont pas une assez bonne qualité pour être exploitées. Donc on n'a pas pu les exploiter. Bonjour tout le monde. Alors, je peux intervenir sur la partie commercialisation. Donc, je me présente Philippe Palamba. Donc, moi, je suis le commercialisateur de l'opération en bail réel solidaire sur Marseille, dans le secteur nord de la ville, suite à une AMI du bailleur Erelia. Donc, je ne sais pas s'il y a des représentants ici présents. Avec le promoteur de Mathieu Barre et Equinov sur Marseille, puisqu'ils ont remporté l'appel à projet en 2020. Et on a une opération de 106 logements en bail réel solidaire que nous avons préparé, sortie PC, mise en commercialisation entre 2020 et 2023. Et nous avons démarré l'année passée, donc en avril 2023. Et nous avons, sur les 106 lots aujourd'hui réservés, puisqu'on est en cours de signature, passage des actes, 50% du projet. Donc, on arrive à peu près là aujourd'hui à 50 réservations. On passe nos actes.
Donc, on a atteint nos GFA 1 et GFA 2. On est sur des prix mètre carré autour de 2350, 2400, 2450 euros du mètre carré, prix de vente TTC. On a une clientèle essentiellement, bien évidemment, de primo-accédants. Donc, ce sont des jeunes couples, ménages avec un enfant, principalement, puisque nous avons 76 lots sur les 106 qui sont 76 villas de typologie type 4 et type 5 qui vont de 85 à 100 mètres carrés avec jardinet. On parlait d'apport personnel, on est essentiellement financé par du PTZ. Donc, on a effectivement aujourd'hui l'avantage du nouveau PTZ, des taux qui s'améliorent à la baisse par rapport à 2023 et de l'apport personnel, bien évidemment. Il y en a un petit peu partout. Alors, il peut être minimum, comme il peut être important. Je dirais là-dessus, il n'y a pas de règle particulière. C'est l'attractivité par le prix, bien évidemment. Sachant que là-bas, dans notre secteur nord de Marseille, on est plutôt entre 2008 et 3000 euros du mètre carré en TVA 5,5 en moyenne. Donc là, 2003, 2004, on peut imaginer effectivement quand même quelque chose d'assez sympathique et d'assez sympa à la vente, surtout en typologie maison, c'est très recherché. On a un filtre, un courtier qui s'occupe de préfinancer, pré-regarder les capacités financières avant de les soumettre au banquier principal qui est la caisse d'épargne locale. Donc, on a une banque principale, une banque secondaire qui est le Crédit Agricole, mais tout est passé d'abord au crible avec le courtier, qui a un partenariat exclusif avec la caisse d'épargne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que ça marche très bien, que c'est bien sûr de la pédagogie, parce qu'on est quand même sur une disposition assez particulière. Alors, nous, on a l'habitude, depuis 18 ans, à commercialiser de la TVA 5,5, du pass foncier, du PSLA et aujourd'hui du BRS. Donc, on a cet ADN qui est lié à la primo-accession. Donc, on est content qu'il y ait du BRS, puisque ça permet effectivement à certaines personnes de primo-accédants d'accéder à la propriété dans des bonnes conditions. Et bien évidemment, on a beaucoup de demandes. On a en moyenne 5, 6, 7 demandes quotidiennes. Donc, on a un gros filtre au départ dans le maillage pour justement sélectionner les bons profils et puis ensuite étudier principalement leurs capacités financières. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette opération qui est l'une des plus importantes en quartier QPV en France, de 106 logements. Et on arrive, et on est sur un rythme aujourd'hui de commercialisation depuis février-mars, à peu près de 5 réservations par mois. Ce mois-ci, on va faire 6. Donc, on est sur un très, très bon rythme, appuyé un peu par, et surtout, la stabilisation des taux d'intérêt qui ont baissé par rapport à l'année passée. Les taux d'usure, c'est très compliqué. Et puis, peut-être une restabilité, on va dire, peut-être un peu politique, si on peut dire ça comme ça. Le plus dur est passé, donc on est plutôt assez satisfait et content. Même très content. Voilà ce que je peux dire en tant que commercialisateur de l'opération. S'il y a des questions, je veux bien compléter s'il y a des interrogations. Et notre redevance, nous, elle est à 0,5, donc 50 centimes d'euros par mètre carré dans cette opération. J'ai posé une question. Lever la main si je peux poser une question. Allô? Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais. Est-ce que vous avez prévu dans les évolutions, et je suis désolé, je vais faire comme Vincent, je m'excuse si j'ai eu un moment d'inattention. Est-ce que vous avez prévu dans l'enquête une appréciation du marché secondaire par vente? Oui, tout à fait. Ouais. La grille a été mise à jour pour prendre en compte cette question. Ouais. Avec notamment avec les durées de revente, les valorisations, des éléments comme ça, ouais. Okay. Ouais. Donc, sur la collecte 2024, effectivement, il y a toute une partie sur la revente qui est intégrée et il y a une meilleure prise en compte du cas des ventes du BRS par vente HLM qui est intégré dans nos chiffres, mais
dont certaines modalités ne correspondaient pas exactement aux pratiques de ce cas spécifique de BRS. Donc, on a aussi adapté la grille pour pouvoir mieux parler de cette partie-là. C'est les deux grandes évolutions de la collecte 2024, c'est les reventes et meilleure prise en compte des BRS par la vente HLM. S'il y a d'autres questions, j'ai essayé de répondre sur le fil du chat. Je vois une dernière question sur l'accès des données. Donc, est-ce qu'il serait envisageable d'ouvrir l'accès à des données à d'autres acteurs autres que les OFS, BRS? Je pense aux collectivités, aux agences d'urbanisme. En effet, en termes d'observation de nos territoires et pour le suivi des politiques publiques, ça serait intéressant. Donc, tout à fait. Donc là, les données effectivement nationales sont ouvertes à tout le monde. Après, pour les données régionales, pour le moment, elles sont ouvertes que pour les adhérents de FSF, mais en fait, des partenariats sont aussi possibles au sein même des OFS, et donc vous pouvez aussi avoir ces données d'une autre façon. Là, pour le moment, je ne peux pas vous donner vraiment de réflexion plus loin que ça, parce que ça n'a pas du tout été discuté en CA de FSF. Vraiment, ce qui a été décidé, c'était vraiment national ouvert à tous et régional que pour les adhérents. Mais après, voilà, ce sera des questions aussi qui seront à traiter en interne de FSF. Et un croisement avec donc Cobra, qui est effectivement un groupe de recherche sur le BRS et en cours. Donc voilà, donc il y a aussi toutes les questions de RGPD à respecter, etc. Mais effectivement, c'est le partage de ces données est vraiment un sujet assez important, mais aussi assez compliqué à gérer. Puisque effectivement, il ne faut pas qu'on puisse recouper les ménages ou ce genre de données qui sont quand même très sensibles. Donc voilà, c'est un travail en cours au sein de FSF. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en arrête ici. On a été très bon, 14h51. Très bien, je vous remercie à tout le monde et surtout Alexandre pour ce gros travail de restitution et sur l'observatoire en général. Et j'espère vous retrouver toutes et tous aux Journées de Nantes. Donc aux Journées de Nantes, on aura les premiers résultats de la collecte 2024.